loin des projecteurs de Paris, Adeline Blondiot a choisi le silence de la Camargue. Mais derrière ce calme presque trompeur se cache une vie fracassée par des blessures que le public n'a longtemps aperçues qu'en fragments. Elle a connu la gloire, l'amour d'un homme adulé par des millions, puis la chute, la maladie, la solitude et la peur de tout perdre. Pourtant, le plus bouleversant reste encore à découvrir, car certaines cicatrices ne racontent leur véritable histoire qu'après des décennies de silence. Avant même de devenir son épouse, Adeline Blondiot connaissait déjà le nom, la voix et l'ombre immense de Johnny Hallyday. Il n'était pas un inconnu surgissant soudain dans sa vie, mais un ami proche de son père, une présence familière autour de laquelle flottait déjà quelque chose de presque irréel. Puis les années passent, et l'homme admiré par des millions devient celui qui prend une place centrale dans l'existence d'une très jeune femme. En 1990, Adeline n'a que 19 ans lorsqu'elle l'épouse. Johnny, lui, a 26 ans de plus. Aux yeux du public, l'histoire possède tous les ingrédients d'un conte moderne, une jeune femme lumineuse, un monument du rock, des soirées où se croisent célébrités, champagne et regards fascinés. Mais les contes racontés sous les flashs oublient souvent ce qui se passe lorsque les portes se referment. Adeline poursuit alors ses études à la Sorbonne. Elle veut apprendre, construire quelque chose qui lui appartienne, ne pas devenir seulement un visage, à côté d'un homme déjà gigantesque. Pourtant, selon ce qu'elle racontera plus tard, Johnny souhaite qu'elle abandonne l'université pour vivre entièrement dans son sillage. Le dilemme est brutal. Être son épouse semble exiger une disponibilité totale, presque une disparition de soi. Alors, elle tente l'impossible, étudier le jour, suivre la nuit, être étudiante quand son corps réclame du repos, épouse quand les fêtes s'étirent jusqu'à l'aube, souriante quand la fatigue commence à dévorer son énergie. Pour tenir, elle dira avoir eu recours aux amphétamines, un détail qui fissure l'image brillante du couple. Car lorsqu'une jeune femme doit forcer son organisme pour rester debout dans une vie qui va trop vite, la fête cesse déjà d'en être une. Pendant ce temps, Johnny se débat avec ses propres excès, notamment l'alcool, et avec des démons qu'Adeline ne peut ni contrôler ni apaiser. Entre eux, l'amour se mélange à la fatigue, à la différence d'âge, à la célébrité écrasante et à une question que personne ne semble vouloir poser franchement. Combien de place reste-t-il à une jeune femme lorsqu'elle épouse un homme dont le nom occupe déjà toute la pièce? De l'extérieur, tout paraît encore enviable. Adeline est jeune, belle, mariée à une idole nationale. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Elle ne lutte plus seulement pour sauver une relation, elle lutte pour ne pas devenir le prolongement de quelqu'un d'autre. Et ce n'est encore que le début. Car quelques années plus tard, les ruptures, les retours, les humiliations publiques et un passé bien plus sombre vont transformer cette histoire d'amour en une blessure qu'aucun divorce ne suffira à refermer. Avec Johnny Hallyday, rien ne semble jamais simple. Leur histoire avance par élan, par colère, par retour, comme si chaque séparation promettait une fin, avant qu'un rapprochement ne ravive l'illusion que tout pourrait recommencer autrement. Entre 1990 et 1995, Adeline vit 2 mariages et 2 divorces. Mais derrière ces dates se cache une jeune femme prisonnière d'un mouvement épuisant. Partir, revenir, espérer, puis comprendre que certaines blessures reviennent toujours. Le plus cruel est que cette histoire ne se joue pas seulement entre 2 personnes. Elle se déroule sous les yeux d'un pays entier. Johnny est une idole. Adeline, elle, devient celle que l'on juge avant même de chercher à la connaître. 26 années les séparent. Pourtant, c'est souvent la jeune femme que l'on accuse. On la traite d'arriviste, de femme intéressée, de celle qui aurait voulu profiter d'un nom immense. Adeline racontera plus tard avoir subi bien davantage que des commentaires dans la presse. Dans la rue, certains l'insultent. Elle dira même avoir été victime de crachats. À 19 ou 20 ans, elle découvre une violence étrange, celle d'inconnus convaincus d'avoir le droit de la condamner parce qu'ils aiment l'homme qui partage sa vie. Plus elle tente d'exister par elle-même, plus elle est ramenée au même statut, la femme de Johnny. Ses choix, ses erreurs, ses silences, tout est interprété à travers lui. Dans un couple ordinaire,
une dispute peut rester derrière une porte. Dans le leur, la moindre fissure devient une histoire publique. Les séparations se succèdent, puis les retours. Chaque réconciliation donne l'impression d'un nouveau départ, mais les tensions anciennes restent là. L'alcool, la fatigue, la différence de pouvoir, l'exposition permanente, et cette sensation, pour Adeline, de devoir toujours prouver qu'elle n'est ni une profiteuse, ni une enfant capricieuse. En 1995, la rupture devient définitive. Mais un divorce ne retire pas les souvenirs, ne corrige pas les humiliations, ne rend pas les années perdues. Adeline peut quitter un mari, elle ne peut pas encore quitter le personnage public que l'on a fabriqué autour d'elle. Pourtant, une autre vie l'attend. Une carrière, un nouveau visage, la possibilité de ne plus être seulement l'ancienne épouse d'une légende. Pendant quelques années, elle va même croire qu'elle y est parvenue. Mais bien plus tard, devant la justice, une déclaration bouleversante viendra jeter une ombre autrement plus sombre sur cette relation. Ce jour-là, le public ne se demandera plus seulement pourquoi leur mariage a échoué. Il commencera à se demander ce qui avait réellement commencé bien avant le mariage. Après les tempêtes de son mariage avec Johnny Hallyday, Adeline Blondiot semble enfin pouvoir reprendre possession de son propre nom. Ah, la télévision lui offre ce que sa vie privée lui avait longtemps refusé, un territoire où elle peut exister sans être seulement présentée comme l'épouse, puis l'ex-épouse d'une idole. Avec la série Sous le soleil, son visage s'impose dans les foyers, sa carrière prend une nouvelle dimension, et pour beaucoup, Adeline semble avoir gagné sa bataille. À l'écran, elle sourit. Elle incarne une femme sûre d'elle, lumineuse, presque invulnérable. Mais derrière cette image parfaitement maîtrisée, une autre réalité commence à se construire. Adeline racontera plus tard avoir porté pendant des années un véritable masque, celui d'une femme qui devait paraître forte, alors que, intérieurement, quelque chose se consumait lentement. Les tournages s'enchaînent, les journées deviennent interminables, la pression ne diminue jamais. Elle travaille jusqu'à l'épuisement, mais le sentiment d'être respectée à la hauteur de ce qu'elle donne disparaît peu à peu. Selon son propre récit, l'écart entre son investissement, la reconnaissance reçue et la rémunération devient de plus en plus difficile à supporter. Ce qui avait ressemblé à une renaissance commence alors à prendre les contours d'une nouvelle prison. Car le monde du spectacle possède une cruauté particulière. Tant que vous êtes debout, souriant et rentable, tout le monde veut être près de vous. Mais personne ne demande vraiment combien coûte ce sourire lorsqu'il faut le porter chaque jour. Adeline continue pourtant. Elle joue, elle avance, elle donne l'impression que rien ne peut l'atteindre. Puis la vie lui envoie un avertissement brutal. Un grave accident de la route détruit presque entièrement son véhicule. Elle survit, mais son corps est durement touché. Mais les douleurs s'installent, la rééducation devient nécessaire, et chaque mouvement rappelle que même une femme habituée à tenir debout devant les caméras peut soudain découvrir sa propre fragilité. Malgré cela, elle repart, elle reprend, elle travaille, elle serre les dents, comme si ralentir signifiait perdre tout ce qu'elle avait enfin réussi à construire par elle-même. Mais le corps n'oublie rien. Il additionne les nuits trop courtes, les blessures, la tension, les humiliations silencieuses et les années passées à faire semblant d'aller bien. Et lorsqu'il atteint sa limite, il ne demande plus la permission. Adeline ne le sait pas encore, mais le véritable effondrement approche. Cette fois, aucun maquillage, aucun sourire, aucun rôle ne pourra le dissimuler. Et ce qui va s'écrouler ne sera pas seulement sa carrière, mais presque tout ce qu'elle croyait encore pouvoir contrôler. En 2009, tout bascule. Pendant des années, Adeline Blondiot avait avancé comme si la volonté pouvait remplacer le repos, comme si l'on pouvait toujours sourire un jour de plus, travailler une heure de plus, supporter une humiliation de plus. Mais le corps finit par réclamer ce que l'esprit refuse d'entendre. Et cette fois, il ne lui laisse plus aucune échappatoire. Selon ce qu'elle racontera plus tard, l'effondrement est violent. Elle perd près de 12 kilos, développe un diabète, voit sa mobilité se dégrader et sa voix disparaître. Pour une comédienne, perdre sa voix, c'est presque perdre une partie de son identité.
Pour une femme habituée à tenir debout malgré tout, ne plus pouvoir compter sur ses jambes devient une terreur absolue. Les médecins auraient alors évoqué, selon son témoignage, des perspectives extrêmement sombres. Ah, Adeline craint de ne plus marcher normalement, de conserver des troubles de la parole, de ne jamais retrouver celle qu'elle était avant. À ce moment-là, il ne s'agit plus de carrière, de télévision ou de réputation. Il s'agit simplement de savoir si elle pourra un jour reprendre possession de son propre corps. Mais le coup le plus cruel ne vient pas d'un diagnostic. Son fils Aitor la voit transformée, amaigrie, épuisée, psychologiquement fragilisée. Pour un enfant, il n'existe pas toujours de mots pour comprendre un burn-out, une dépression ou un corps ravagé par l'épuisement. Il voit seulement sa mère devenir méconnaissable, et la peur prend le dessus. Aitor refuse alors de la voir. Pour Adeline, cette distance est une déchirure plus profonde encore que la maladie. On peut accepter que des collègues disparaissent, que le milieu du spectacle tourne le dos, que des inconnus jugent. Mais comment supporter que son propre enfant ait peur de votre visage au moment précis où vous avez le plus besoin d'être aimé? Elle se retrouve face à une vérité terrible. Parfois, la souffrance ne détruit pas seulement celui qui la porte, elle effraie aussi ceux qui l'entourent. Peu à peu, elle remonte. Le corps recommence à répondre, mais il ne revient pas intact. L'anxiété s'installe, les nuits deviennent difficiles, les cauchemars et les réveils paniqués s'accumulent. Un klaxon, une foule, un flash trop brutal peuvent réveiller cette sensation d'effondrement imminent. Alors Adeline comprend qu'elle ne pourra pas se reconstruire dans le même décor. Elle s'éloigne de Paris et cherche en Camargue ce que les années de célébrité lui ont presque fait oublier: le silence, l'espace, la possibilité de respirer sans être regardée. Elle croit alors avoir enfin mis suffisamment de distance entre elle et son passé. Mais le passé, lui, n'a pas terminé avec elle. Quelques années plus tard, Johnny Hallyday va de nouveau faire irruption dans son histoire, et cette fois, ce qui remontera à la surface dépassera de très loin les blessures d'un simple divorce. Adeline pensait avoir survécu au pire. Elle avait connu l'épuisement, la perte de sa voix, la peur de ne plus marcher normalement, puis cette lente reconstruction loin de Paris. Mais en 2013, un livre suffit à rouvrir une plaie qu'elle croyait enfouie. Dans mes yeux, Johnny Hallyday livre sa version de leur histoire et emploie à son sujet des mots que son ancienne épouse vit comme une humiliation publique. Il la décrit notamment comme hystérique, comme un serpent, et l'accuse d'infidélité. Pour Adeline, le choc est immense. Ce n'est plus seulement un ancien mari qui parle d'elle, c'est une légende nationale dont chaque phrase peut être reprise et commentée. Et elle décide alors d'engager une procédure pour diffamation, persuadée qu'elle doit défendre son nom et sa version des faits. Mais l'affaire ne connaît pas l'issue qu'elle espérait, notamment pour des raisons juridiques, et ce nouvel échec ne fait qu'accentuer chez elle le sentiment de ne pas avoir été entendue. Puis arrive 2015 et une déclaration vient soudain donner une autre dimension à tout ce qui avait précédé. Devant la justice, Adeline Blondiot évoque des faits extrêmement graves qu'elle affirme avoir subis de la part de Johnny Hallyday lorsqu'elle était encore adolescente. Ces propos provoquent immédiatement une forte réaction médiatique. Mais cette affirmation reste contestée par Johnny Hallyday, qui rejette fermement cette version des événements. À partir de cet instant, deux récits profondément opposés se retrouvent face à face. Et derrière les mariages, les ruptures et les années de tension, le public découvre qu'Adeline évoque une blessure beaucoup plus ancienne. Dos que portait réellement cette jeune fille, bien avant d'avoir 19 ans, bien avant la robe de mariée, bien avant les photos et les réconciliations. Soudain, les chapitres précédents prennent une autre couleur. La différence d'âge, l'admiration, la proximité avec la famille, la violence des ruptures, tout semble devoir être relu avec davantage de prudence. Mais une accusation, aussi bouleversante soit-elle, ne devient pas automatiquement une vérité judiciaire. C'est précisément là que cette histoire reste douloureuse, parce qu'elle laisse derrière elle des mots, des blessures
et des versions impossibles à réunir. Lorsque Johnny meurt en 2017, Adeline choisit la discrétion. Elle ne se rend pas à ses funérailles, sachant, selon ce qu'elle expliquera, que sa présence ne serait pas bienvenue auprès de la famille et des admirateurs du chanteur. Ah. Elle laisse alors les caméras ailleurs, comme si le silence était devenu sa dernière frontière. Johnny Hallyday disparaît, mais ce qui les a liés ne disparaît pas avec lui. Certaines histoires se terminent avec un divorce, d'autres avec une mort. Et puis, il y a celles qui restent ouvertes, parce que les mots prononcés trop tard continuent de résonner longtemps après que les voix se sont tues. Après les blessures du passé, Adeline pourrait croire que le plus dur est derrière elle. Mais une autre violence apparaît, plus silencieuse, celle qui frappe les femmes lorsque leur âge devient un commentaire public. À l'approche de la ménopause, son corps change. Les bouffées de chaleur sont parfois si intenses qu'elle croit vivre un accident vasculaire. La peur est brutale. Pourtant, ce qui la blesse le plus ne vient pas seulement des symptômes, mais du regard posé sur elle. Selon ce qu'elle a raconté, certains médecins lui auraient même parlé d'une hystérectomie, avec une froideur qui l'a marquée, comme si un organe devenu inutile à la reproduction pouvait être retiré sans autre considération. Pour une ancienne actrice, ces paroles résonnent avec une cruauté particulière. Dans le spectacle, le vieillissement d'un homme peut être présenté comme du charisme ou de la maturité. Pour une femme, il devient trop souvent un défaut à corriger, le signe qu'elle aurait dépassé l'âge auquel on accepte encore de la regarder. Adeline connaît déjà ce mécanisme. À 19 ans, on l'accusait d'être trop jeune, trop intéressée, trop proche d'un homme puissant. Des années plus tard, c'est l'inverse. Elle découvre qu'une femme peut être jugée trop âgée pour rester visible et désirable. Entre les deux, il reste parfois peu d'espace pour être simplement soi-même. Le sentiment d'abandon vécu après son burn-out revient comme un écho. Quand elle allait bien, les présences étaient nombreuses. Quand elle s'est effondrée, beaucoup ont disparu. Une vérité cruelle s'impose. La célébrité attire des regards, mais elle ne garantit aucune fidélité. Puis, un autre deuil frappe sa famille. Sergio Temporelli, ancien compagnon d'Adeline et père de son fils Aitor, meurt. Leur histoire appartient depuis longtemps au passé, mais la disparition d'un homme avec qui l'on a partagé sa vie n'est jamais neutre. Surtout, Adeline doit regarder son fils affronter la perte de son père. Cette fois, elle ne souffre pas seulement pour elle-même, elle souffre de voir quelqu'un qu'elle aime traverser ce qu'elle ne peut pas réparer. Il existe des blessures qu'une mère voudrait absorber à la place de son enfant. Mais le deuil ne se transmet pas. Alors la Camargue devient davantage qu'un refuge. Elle devient une frontière entre Adeline et tout ce qui, lui, a trop longtemps imposé un rythme, une image, une valeur. Là, elle tente de reconstruire une existence moins brillante, mais plus vraie. Et pourtant, au moment où elle commence à croire que cette vie calme pourrait enfin tenir debout, un nouveau coup arrive. Cette fois, il ne vient ni de Johnny, ni des médias, ni du passé. Il entre directement dans sa maison et touche ceux qu'elle aime le plus. Adeline pensait avoir enfin trouvé un équilibre fragile. Loin de Paris, loin du tumulte, elle avait appris à vivre autrement, avec moins de bruit, moins de regards, mais aussi avec les cicatrices de tout ce qu'elle avait traversé. Puis, juste avant Noël, une nouvelle tombe qui bouleverse tout. Son mari est atteint d'un cancer. Cette fois, Adeline n'est pas celle que l'on soigne. Elle devient celle qui accompagne, qui organise, qui rassure, qui tient debout quand l'autre n'en a plus la force. Elle endosse ce rôle lourd et dente, tout en continuant à travailler et à faire tourner la vie quotidienne. Chaque journée est désormais rythmée par la maladie, les douleurs, les inquiétudes, et cette peur silencieuse que l'on ne dit pas toujours à voix haute. Voir souffrir l'être que l'on aime est une épreuve différente. On peut supporter sa propre douleur, parce qu'on sait où elle commence. Mais quand la souffrance appartient à l'autre, elle devient une impuissance. Adeline peut être présente, soutenir, consoler. Elle ne peut pas prendre le cancer à sa place. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre choc survient. Sa fille Wilona,
âgé d'environ 15 ans, est victime d'un grave accident. C'est dur, oh ici. Sa cheville est sévèrement fracturée. Une opération en urgence devient nécessaire et Adeline se retrouve de nouveau plongée dans les couloirs d'un hôpital. D'un côté, un mari qui lutte contre le cancer. De l'autre, une adolescente opérée, dépendante, douloureuse. Entre les deux, une mère déjà marquée par des années d'épuisement, de deuil et d'angoisse. Elle doit pourtant continuer à avancer, parce qu'il n'y a personne d'autre pour porter exactement cette place. Elle finira par reconnaître que tout s'accumule, que les coups se succèdent sans lui laisser le temps de reprendre son souffle. Cette phrase résume peut-être mieux que n'importe quelle autre la dernière partie de sa vie. Non pas un grand drame isolé, mais une succession de blessures qui finissent par peser ensemble. Et pourtant, c'est ici que son histoire change de sens. La jeune femme de 19 ans, qui cherchait sa place auprès d'un homme immense, n'existe plus. L'actrice qui devait sourire devant la caméra, elle aussi, appartient au passé. Il reste une femme qui connaît le prix de la chute et qui sait malgré tout comment se relever. La Camargue n'est donc plus seulement un refuge, elle devient le symbole d'une décision, celle de choisir la vie réelle plutôt que le spectacle. Adeline n'a pas effacé ses blessures, elle a appris à vivre avec elles. Peut-être est-ce là sa victoire la plus profonde, avoir été si souvent au bord de perdre pied, et être devenue malgré tout celle sur qui les autres peuvent encore s'appuyer. Adeline Blondiot n'a jamais traversé la vie sans blessure. Elle a connu l'amour sous les projecteurs, les humiliations, la maladie, la solitude, puis cette peur terrible de voir souffrir ceux qu'elle aime. Aujourd'hui, loin du bruit, elle avance encore. Non parce que le passé a disparu, mais parce qu'elle a appris à ne plus lui appartenir. Certaines femmes ne deviennent pas fortes parce que la vie les épargne, mais parce qu'après chaque chute, elles trouvent encore une raison de se relever.